Et donc voici, voilà. Bonsoir à toutes les 3 et bonsoir à toutes les personnes, qui regardent ce replay. Merci d'être avec moi ce soir ou quel que soit le moment de la journée que c'est pour vous. Hem, je suis particulièrement enthousiaste par le webinaire de ce soir. Alors globalement, tous les webinaires que je fais là depuis 3 mois sont très enthousiasmants pour moi. C'est vraiment je délivre à chaque fois un peu des huiles essentielles, de mon travail de longues années. Mais là, ce soir, il y a une synthèse qui est vraiment importante et ça mériterait du coup de zoomer à l'intérieur pour faire d'autres soirées plus précises sur, les thèmes qu'on va aborder ce soir. Donc c'est une sorte de vue d'ensemble à la fois de la roue de la création et de la spiritualité telle que je l'aborde et donc c'est, on pourrait dire l'ensemble de ce que je fais. Enfin, plus ou moins, l'essentiel en tout cas. Voilà, alors je lance la présentation. Je Donc vos micros sont coupés, ça c'est bon. Ma caméra, voilà, pas du mal. Alors c'est parti. Donc je vais faire une présentation, presque jusqu'au bout. Je laisserai un espace de questions. Ensuite, je ferai une petite synthèse de l'essentiel à retenir, et puis on terminera là-dessus. Donc si vous avez des questions, je vous invite à les noter et on regarde ça à la fin. C'est parti pour ce webinaire donc qui s'appelle «Pratiquer le jeu spirituel», avec en sous-titre: «Avec la roue de la création comme outil». Alors, je précise deux trois trucs autour de ces mots-là. Le webinaire d'avant s'appelait «S'ouvrir au jeu spirituel» et c'était d'abord s'ouvrir à l'idée de ce que signifie le jeu spirituel, en tout cas de ce que moi j'appelle le jeu spirituel, mais qui est quelque chose qui dépasse largement mon travail, hein. J'ai découvert dans les travaux et les expressions de pas mal de personnes. Hem, Ici, j'ai envie de prolonger cette idée-là. Donc pour les personnes qui me regardent ce soir et qui n'ont pas vu le dernier webinaire qui s'appelle «S'ouvrir au jeu spirituel», éventuellement, il vaut mieux commencer par celui-là, même si je vais faire un petit rappel, là en début de présentation. Mais si vous sentez que c'est trop abstrait pour vous, laissez de côté cette vidéo et allez voir l'autre sur «S'ouvrir au jeu spirituel». Ici, on va parler de pratique. Donc, une fois on a commencé à s'imprégner de l'idée, on a commencé à apprivoiser ce que ça signifiait que la spiritualité. Encore une fois, dans mon langage, mais le fond, dépasse la forme, hein. La forme est d'Étienne, mais bien sûr le fond est éternel. C'est en tout cas mon point de vue. Ici donc, on va s'orienter vers une application, une concrétisation, puisque c'est l'occasion aussi pour moi de préciser que si la spiritualité, sert à se couper du monde concret, physique et de l'ego, pour moi ça sert pas à grand chose puisque comme on est dans une vie incarnée et ben, c'est pas du tout le but en fait de couper notre esprit de ce qui se passe dans la matière et c'est pas du tout souhaitable d'après moi parce que sinon on se coupe de notre expérience de vie en fait. Donc le but pour moi c'est de connecter les 2, c'est d'ouvrir son esprit à une conscience plus large pour pouvoir vivre l'expérience quotidienne avec plus de sens et finalement plus d'enchantement. Voilà, et la roue de la création qui est l'outil central que j'ai développé, à partir de l'énéagramme et de la trialectique et ben, c'est le cycle naturel d'évolution et là je vais l'aborder, je vais utiliser la mécanique de ce cycle-là, mais dans le langage du jeu spirituel, dont je vais rappeler les bases dans un instant. Alors, et je me définis comme ingénieur de l'existence, ça fait un peu, ça fait un peu grand,
mais en fait, c'est ce qui me définit le mieux, j'ai l'impression, mon travail. Je suis passionné de comprendre la structure de l'existence, donc c'est vraiment de l'ingénierie, de savoir comment la conscience en vient à faire une expérience et pour moi, c'est plus on comprend comment ça se passe, plus on peut se mettre à jouer avec, consciemment et délibérément. De la même manière que plus on comprend comment fonctionne une voiture, donc les pédales, le levier de vitesse, le volant et plus on peut s'amuser avec la voiture. Autrement, c'est compliqué. Alors, c'est parti avec, comme d'habitude, cette petite slide, d'intro qui sert à vous dire un peu de quoi on va parler et à quel type de questions on va répondre. Donc il y a une phrase que j'aime bien, c'est: «Avoir la tête dans les étoiles et les pieds sur terre». Comme je vous disais, c'est les 2 à la fois et donc comment faire ce grand écart entre la spiritualité qui nous dit que, ce monde est un rêve et qu'on peut le manipuler et en même temps la vie concrète où, il y a des factures à payer et puis, des conflits à résoudre et il se passe des choses concrètes qui, bien souvent, nous résistent. Et ces 2 visions peuvent être vraiment très éloignées. Ça demande à la conscience de s'étirer, s'élargir, un peu comme si on faisait des étirements. Là, c'est des étirements de l'esprit. On va pratiquer ensuite dans nos expériences quotidiennes. Et j'espère qu'après cette soirée, vous aurez un peu plus d'outils concrets pour savoir quoi faire dans les situations qui se présentent. Quoi faire pour aller dans ce sens-là. Donc ensuite, y a-t-il une trame qu'on puisse suivre pour vivre une vie physique de plus en plus harmonieuse? Et je précise, tout en exerçant notre liberté fondamentale. On dit parfois, si quelqu'un vous dit comment vivre la vie, fuyez parce que, on est libre et il y a pas de dogme, voilà. C'est important pour moi de préciser là que là, je vais vous livrer un mode d'emploi, je j'ai pas peur de vous le dire, je vous livre un mode d'emploi, mais il est tellement large qu'il inclut toutes les expériences possibles. Donc ça ne vous dira jamais: «Qu'est-ce que vous devez faire comme action?» Faites les actions que vous voulez, mais justement ça vous dit comment vous orienter intérieurement de sorte que vous fassiez les actions qui vous servent le plus, vous personnellement, et dans votre particularité. Donc c'est des règles qui sont, plus englobantes, on va dire et il y a bien une trame donc et y a-t-il des pièges? Oui, il y a des pièges et on tombe dedans en permanence, donc on les connaît, je vais les nommer. Alors je dis en permanence, pas tout le temps, mais vraiment souvent. Et on en est là, pour moi, l'humanité est à une époque de, prendre conscience de tous les endroits où on tombe et de comment on tombe et comment on pourrait arrêter du coup de tomber. Alors, si vous voulez une analogie par rapport à ça, c'est l'idée d'apprendre à marcher. Hem, pour l'instant, c'est comme si on était des tout petits enfants spirituellement et qu'on rampe. Donc on marche à 4 pattes en fait et du coup, on vit notre vie, ça fonctionne, on fait plein de choses. Mais c'est très limité en termes de création puisqu'on n'est pas sur nos 2 jambes et le fait de se mettre debout sur nos 2 jambes, ça nous permet de faire beaucoup plus de choses. Donc ça, c'est l'objectif de ce genre de présentation et de la pratique qui en découle, si vous voulez vous y prêter, c'est qu'on se mette debout spirituellement et qu'on se mette du coup alors ça suppose d'apprendre à marcher parce que les premières fois qu'on se met debout, ben, on tombe, on se relève, on retombe, on se relève et j'ai, je vois autour de moi pas mal de personnes qui se sont essayées à ce que moi j'appelle le jeu spirituel, la spiritualité, donc d'apprendre à marcher, parce que moi du coup j'appellerais apprendre à marcher et qui se sont fait mal en tombant d'apprendre à marcher, de se lever peut-être pour la première fois et on finit par se dire: «Tant pis, tout ça, c'est pas vrai, ça nous fait du mal, c'est culpabilisant, c'est ceci, c'est cela» et il y a un tas de critiques sur le développement personnel et la spiritualité qui, de mon point de vue, tiennent du fait qu'on apprend à marcher et que c'est difficile au début et donc on a tendance à tout mettre ça de côté. Donc moi j'ai envie de dire patience,
perdez pas espoir, il y a vraiment quelque chose de plus que le monde physique et plus on accepte cette vision-là, plus on accepte d'essayer de fonctionner avec et plus ça va vraiment adoucir l'existence. Il y a vraiment beaucoup à gagner, comme vous pouvez imaginer qu'on a à gagner à se mettre debout et à vivre notre vie debout. Et j'espère que les personnes qui m'écoutent et qui ont renoncé peut-être à la spiritualité se sentent pas offusquées non plus par cette métaphore. C'est vraiment mon point de vue et c'est pas du tout dans l'objectif d'enfoncer les personnes qui veulent pas rentrer là-dedans en disant qu'elles marchent à 4 pattes. Je m'inclus là-dedans, je marche aussi à 4 pattes et je suis juste, et et voilà et ça reste une image et vous êtes même pas obligé de croire à cette image-là. Et justement, cette diapo-là est aussi un classique dans mes présentations qui, d'après moi, est très important. Vous n'êtes pas obligé de croire cette présentation ni aucune des paroles que je vous dis, ce qui veut dire que en m'entendant là, vous pouvez sentir, est-ce que ça vous intrigue, ça vous fait du bien, ça vous fait un rejet? Peut-être que vous aurez envie juste de couper la vidéo pour ceux qui regardent le replay ou de quitter le webinaire si vous êtes là en présence, hem, en live, je veux dire. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, vous n'êtes pas coupable de la manière dont vous vivez votre vie. C'est pas parce que dans votre manière d'essayer de vous mettre debout, donc dans cette métaphore-là, et d'apprendre à marcher, d'essayer de fonctionner dans cette spiritualité, et vous c'est pas parce que, vous vivez les choses d'une manière plutôt que d'une autre que vous êtes coupable de ça. On est tous des cheminants et c'est très bien comme ça et on est là pour s'entraider sur ce chemin-là, pour ceux qui ont envie d'aller vers ça. On a toujours aussi le choix. Alors j'ai dit: «Tu peux toujours choisir ce que tu fais de ce que tu trouves». En fait, on choisit. On peut choisir et on choisit quoi qu'il arrive. Le but, c'est de prendre conscience que le choix nous appartient toujours, de discerner ce qu'on veut prendre ou ce qu'on veut laisser et qu'est-ce qu'on veut faire de ce qu'on prend. Donc ça, c'est valable pour toutes mes présentations et pour tout ce que vous trouvez partout en fait, hein, souveraineté, compassion, discernement. Voilà, c'est parti avec un petit rappel de la synthèse de ce que j'appelle le jeu spirituel. Donc, c'est quelque chose que j'aborde en 3 aspects parce que ça s'y prête très bien. Comme toujours, les distinctions sont de l'esprit et dans le fond, il y a qu'une seule chose, donc c'est pédagogique, mais ça aide beaucoup à comprendre comment les choses fonctionnent. Donc ce n'est qu'une image, ce n'est qu'un langage, mais dites-vous qu'il représente, en tout cas de mon point de vue, très bien les choses. Donc l'acteur, c'est un espace blanc. Ça, c'est ce que nous sommes dans le fond, c'est ce qu'on appelle l'âme et c'est l'ensemble de tous les potentiels. Donc c'est libre, c'est infini, c'est tout puissant, c'est tout ce que vous voulez en fait, hem, sauf petit, impuissant et le contraire de ce que c'est. Donc c'est l'ensemble des potentialités, mais y compris celle de vivre l'expérience d'être autre chose de ce que c'est. Et c'est ça qu'on va voir ensuite. Donc l'âme a toutes les potentialités, c'est un espace blanc à l'intérieur duquel n'importe quel dessin peut se dessiner. Si je reprends la métaphore théâtrale, l'idée c'est que l'acteur peut incarner n'importe quel personnage, puisque c'est un acteur, sa fonction, c'est d'animer un personnage, quel que soit le personnage, et donc de donner vie à un personnage. Le metteur en scène, c'est la partie de nous, puisque tout ça c'est nous, hein. Le metteur en scène, c'est la partie de nous qui va venir tracer des lignes à l'intérieur de l'espace de l'acteur. Pourquoi à l'intérieur? Parce qu'il n'y a pas d'extérieur, puisque cet acteur n'a pas de frontières. Donc, en réalité, il n'y a qu'un seul acteur, puisqu'il n'a pas de frontières. Et on va considérer que c'est individuel ici, parce qu'il y a un personnage et qu'il y a des lignes qui sont tracées. Donc, le metteur en scène venant tracer certaines formes à l'intérieur de la conscience de l'acteur, va pouvoir faire apparaître des silhouettes, et en particulier la silhouette d'un personnage qui est le personnage principal. Et l'acteur, du coup, va se connaître lui-même en tant qu'une forme. Vous voyez? Ce n'est plus un espace blanc infini,
c'est du blanc contenu dans une forme noire. Et le personnage, c'est la silhouette. C'est cette silhouette-là qui a été dessinée par le metteur en scène et cette silhouette-là donne une contenance à l'acteur qui lui permet de se connaître lui-même en tant qu'un certain personnage, en tant qu'une certaine version de lui-même. Donc en l'occurrence là, une femme avec un parapluie et du coup, c'est toutes les formes possibles et imaginables et c'est le cas à présent. On est tous dans le fond, on est tous une présence lumineuse, infinie, éternelle et multipotentielle, multidimensionnelle, tout ce que vous voulez. Et on fait l'expérience en même temps maintenant d'être un personnage avec une forme. J'ai dit: «Je suis Étienne Gigant, là maintenant le temps de cette expérience». Et Étienne Gigant a été tracé, dessiné par le metteur en scène, en même temps que les circonstances qui sont autour et qui sont cohérentes avec le personnage. Puisque le personnage, il n'a de sens que quand il est dans un contexte, un décor qui correspond à l'histoire de ce personnage. Si vous mettez Jeanne d'Arc, sur la planète Mars, en 2000 je sais pas combien, bah, c'est pas Jeanne d'Arc, en fait. Donc le contexte va avec le personnage. Encore une fois, si vous voulez approfondir ce truc-là, je vous invite à aller voir le dernier webinaire qui s'appelle «S'ouvrir au jeu spirituel», où je détaille un peu des 3 aspects. Quel est le but du jeu? Puisque je parle de jeu spirituel, le but du jeu, c'est vivre le processus de se recréer soi-même dans l'expérience. Ça veut dire que l'acteur désire, son intention, c'est de se connaître lui-même, mais pas seulement conceptuellement, comme c'est déjà le cas. L'acteur ici se dit: «Je suis la lumière blanche infinie», bon, mais je peux pas le sentir puisque j'ai pas de vis-à-vis. Alors que dans un personnage, je peux vivre des scènes, des expériences qui me font ressentir, notamment matériellement, là où on est nous. On peut vivre des expériences ailleurs que dans la matière d'ailleurs, mais les humains sont dans la matière, donc c'est là que ça se passe. Pour ressentir notre propre identité, mais du coup à travers une certaine image. Et cette image, l'acteur, à travers le personnage, depuis le point de vue du personnage, l'acteur va faire évoluer le personnage, donc sa vision de lui-même, de sorte que cette vision, que ce personnage, que cette version de lui-même, soit de plus en plus fidèle à ce qu'il est, au-delà du personnage. Vous voyez le truc? Donc si par exemple l'acteur se dit: «Parmi tout ce que je suis la liberté», et bien l'idée ça va être de vivre un processus dans l'expérience, dans lequel on va pouvoir vivre, donc en processus, l'expérience de recréer la liberté. Jusqu'à ce que la liberté soit pleinement accomplie, éclatante, épanouie. Il manque rien à cette expérience-là en termes de liberté et à ce moment-là, l'acteur part sur une autre intention. Maintenant, j'ai envie de me connaître en tant qu'autre chose et le metteur en scène va dessiner d'autres scènes. Et c'est bien un processus, hein. Donc ça veut dire que si je veux me connaître en tant que liberté, il faut que je commence par me connaître en tant qu'autre chose que libre, pour me donner l'occasion de recréer la liberté à l'intérieur de ce contexte. On a besoin de contraste pour avoir des expériences. Voilà, il faut que j'avance parce que ça, c'est juste un rappel. Ensuite, dans cette présentation, je vais juste considérer 2 aspects. Acteur et metteur en scène, je vais les mettre ensemble parce qu'ici, ce sera moins pertinent de les distinguer et je vais appeler ça le soi supérieur. C'est la partie de soi qui est supérieure. Alors, c'est pas que c'est en haut, géographiquement, mais c'est ce qu'on appelle parfois le ciel symboliquement. C'est supérieur parce que ça englobe, c'est plus large que l'expérience du personnage puisque c'est la partie de nous qui décide, heu, des scènes qui se déroulent et de comment on fait évoluer le personnage et tout ça. Donc il y a le soi supérieur en haut et le personnage en bas et il y a un échange qui se fait entre eux et c'est ça qu'on va regarder en détail dans cette présentation. C'est que le soi supérieur, puisque le but, rappelons-le, c'est de vivre le processus de se recréer soi-même dans l'expérience, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose de sentir qui on est vraiment
parce qu'il faut se recréer soi-même de plus en plus authentiquement. Donc ça suppose d'avoir une inspiration sur ce qu'on est, et ça suppose d'avoir une expérience de ce qu'on est. Donc, le soi supérieur offre l'inspiration au personnage. Donc l'âme et le metteur en scène qui sont au-delà du monde physique, offre l'inspiration à au personnage, mais qui n'est autre que l'acteur se vivant depuis un point de vue restreint, qui va recevoir de l'inspiration de lui-même, en fait, mais d'une part de lui qui reste consciente de ce qu'elle est vraiment. Et le personnage, en retour, va offrir une expérience. Il est très important ce personnage, c'est l'ego, ce qu'on appelle l'ego. C'est pas du tout acheté à la poubelle parce que sans lui, il n'y a pas d'expérience. Donc si on vit tout ça, c'est bien pour vivre une expérience. Donc ça, c'est le jeu, j'espère que c'est suffisamment clair. Je fais une petite pause juste pour voir un peu que, voilà, on n'est pas déconnecté, tout va bien. Hem, j'ai quand même envie de faire une petite pause ici. Est-ce que ça vous va jusqu'ici? Est-ce que c'est clair? Un petit pouce, pour les personnes qui sont là. Merci Aline. Les autres, si vous êtes derrière votre écran, ou un petit mot, mais voilà, peut-être que vous êtes en train de faire autre chose. Vous pouvez aussi le faire par écrit. Allez, je vais continuer. Je vois que tout va bien, au moins niveau connexion. OK, merci pour vos petits mots, c'est parfait. Alors, on continue. Comme je vous l'ai dit, je vais utiliser la roue de la création pour présenter ce processus par lequel, ce processus du jeu spirituel. Je rentre pas dans la définition de la roue de la création maintenant, encore moins que dans le jeu spirituel. Si vous voulez, découvrir mieux quel est ce modèle, quel est cet outil, il y a aussi un webinaire dessus et puis j'ai fait d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Mais il y a quelque chose ici qui est très proche de ce qu'on a vu juste avant, du but du jeu qui est vivre le processus de se recréer soi-même dans l'expérience. Et ben, dans la roue de la création, on a à gauche, qu'est-ce que c'est que soi-même? Et à droite, l'expérience, donc de la version de soi qu'on a choisi d'expérimenter à cet instant-là. Et entre les deux évolutions, bah, c'est les phases qui consistent à mettre en harmonie l'expérience et la quête identitaire. La quête identitaire étant intérieure, c'est le monde intérieur, l'expérience, c'est ce qui se passe dans le monde extérieur. Nous avons ici 9 points qui sont les points qui correspondent au type énéagramme, pour ceux qui connaissent l'énéagramme, et je ne rentre pas dans le détail de ces points maintenant. Alors, une particularité de ce soir, c'est que je vais utiliser la roue de la création non pas en 9 points, mais en 4 saisons, qu'on pourrait appeler des phases. Donc ici, ça correspondrait à la droite de la roue, le bas de la roue, la gauche de la roue et le haut de la roue. OK? Donc c'est la même chose, mais juste je fais une synthèse en 4 points. Et c'est ça qu'on va détailler ce soir avec, des idées un peu, pratiques. Donc c'est parti, quelles sont ces 4 phases? Je commence par la droite. C'est ce qu'on vient de voir, mon personnage offre de l'expérience à mon soi supérieur. Donc ce qui se passe dans le monde extérieur, donc extérieur selon le personnage, mais n'oublions pas que tout ce qui se déroule dans votre conscience, parce que si vous avez conscience de ce qui se passe en dehors de votre corps, en dehors de votre personnage, c'est bien parce que votre conscience s'en fait une image et vous n'avez aucune idée de ce qui pourrait se passer en dehors de vous s'il n'y avait pas une résonance de ça dans votre conscience. Donc tout ce que vous le savez parce que c'est dans votre conscience. Et donc c'est à l'intérieur de l'acteur qui est la conscience globale. Mais depuis le point de vue du personnage, et là on est en plein dans le monde du personnage à droite, on est une personne dans un monde extérieur qui est autre que soi.
et ça sert à vivre des interactions qui offrent au soi supérieur de l'expérience, puisque c'est le but du jeu. On continue. À partir de cette expérience-là, du personnage d'une certaine version de moi que je suis à un certain instant, eh bien, je vais relever les contradictions du personnage actuel. Alors, vous pouvez remplacer contradiction par tension, incohérence, hem, voilà, ce genre de termes où il y a quelque chose qui joue pas bien. Et en fait, qu'est-ce qui est contradictoire? Alors, plusieurs choses sont enfin, il y a une contradiction de fond qui ensuite se reflète de plusieurs manières. La contradiction de fond, c'est que le personnage que j'incarne actuellement n'est pas cohérent avec l'intention de l'acteur qui est derrière. Vous voyez, il y a un écart entre qui je me vois être aujourd'hui et qui je désire être au plus profond de mon âme. Et c'est pas un problème, c'est normal puisque le but du jeu, c'est de vivre le processus de se recréer soi-même dans l'expérience. Donc ça suppose bien que je sois pas déjà sur la ligne d'arrivée. C'est comme si quand vous regardez un film, le héros petit à petit, il se construit lui-même et à la fin du film, il est accompli, éclatant. Mais c'est normal qu'au début du film et au milieu, bah, il soit pas à la fin, quoi. Donc laissons-nous vivre notre processus, même si ça a pas besoin de durer plus longtemps que nécessaire, mais il y a une certaine temporalité qui fait partie du jeu et ça suppose donc qu'il y ait des contradictions. Localement dans le personnage, il y a aussi des contradictions dans le système de croyance. À la fois, je crois que, heu, j'ai envie d'être très heureux, par exemple, et en même temps, je vais croire que je mérite pas autant de bonheur. Ça, c'est une contradiction dans le personnage. Et c'est ça qui m'empêche d'être pleinement qui j'ai envie d'être. Donc ici, je relève les contradictions du personnage actuel. Je vais détailler un peu mieux après ces 4 saisons. Une fois que j'ai relevé ces contradictions et qu'elles sont conscientes dans mon esprit, eh bien, j'arrive à la saison qui est complémentaire de la première et qui se passe dans le monde intérieur et où là, c'est le soi supérieur qui a la main. C'est à lui le grand rôle là. Mon soi supérieur m'offre l'inspiration d'un nouveau personnage. Alors, quand je dis «m'offre», en fait, le moi supérieur, c'est moi, le soi supérieur, c'est moi, et le personnage, c'est moi aussi. Donc «m'offre», en fait, c'est juste que je me distingue de mon soi supérieur et de mon personnage, même si je reçois l'information, l'inspiration, l'intuition, on pourrait dire, de mon soi supérieur, je la reçois depuis une position où je suis à l'intérieur du personnage, mais dans un état de conscience où je suis suffisamment détaché du personnage actuel pour le laisser changer de forme. On va revenir là-dessus parce que c'est une phase qui est cruciale, et plus on est attaché à notre forme actuelle et moins cette phase-là peut se faire librement du coup. Donc ici, c'est ce qui se passe à l'intérieur, dans un état de conscience particulier, qu'on appelle parfois état modifié de conscience, mais c'est pas forcément, très poussé ou très bizarre ou quoi que ce soit, hein. Ça peut se faire de manière, légère, presque inaperçue parfois, hein. Je reçois l'inspiration d'autre chose, il y a une transformation qui a lieu en moi. Ça ne suffit pas pour que l'expérience en découle directement. Il y a une autre phase entre les 2, qui est une phase d'engagement. Parce que comme le but, c'est de se recréer soi-même depuis le point de vue d'un personnage, où on prend conscience du personnage qu'on incarne actuellement et on fait le choix depuis cet endroit-là de changer de forme pour être un peu plus, un peu mieux qui on est vraiment, qui on a vraiment envie d'être, bah, ça suppose un désir conscient depuis le personnage. Donc le soi supérieur, pour respecter le jeu, peut pas imposer son choix. Ce serait contraire au jeu, qui est de se recréer depuis l'expérience et pas depuis, l'esprit, parce que dans l'esprit, tout est déjà accompli. Sinon, on serait déjà au bout et il y aurait pas de jeu. Donc une fois que je reçois en moi-même une sorte d'élan d'inspiration, de transformation, il me reste à décider, choisir, m'engager à vivre ça
dans l'action, dans l'expérience. Et c'est la phase du haut là. Il s'agit donc de s'engager dans l'expression du nouveau personnage. Vous voyez que c'est symétrique, donc à droite, entre la droite et la gauche, c'est ce que je vous montrais, ici. Le soi supérieur offre de l'inspiration au personnage qui offre de l'expérience au soi supérieur. Et en haut et en bas, et bah, en haut, je m'engage vers l'avant avec quelque chose de nouveau. C'est le moment où j'avance parce que je sais où je vais. Et en bas, c'est le moment où je freine, je je ralentis, je m'arrête parce que j'ai pas envie de continuer d'avancer dans la même direction. Je sens que j'ai besoin de changer de direction, donc j'arrête de marcher. Donc en haut, je me mets en marche, en bas, je m'arrête. OK, maintenant on va voir les saisons une par une. Alors, je commence par la droite, l'expérience. Donc là, on est en contexte, en situation. Ça, c'est vraiment ce qu'on vit, c'est ce qu'on vit. Alors, on vit tout le temps les 4 saisons, hein, elles sont toujours présentes un minimum, mais comme on est très, notre conscience est très prise par le personnage, pour l'instant, on a très peu conscience de ce qu'il y a au-delà du personnage. Il se peut même que ce soit la première fois que vous en entendiez parler. Même si on parle de Dieu et tout ça, mais on a souvent des conceptions de Dieu qui sont assez différentes de ce que je présente ici. C'est pour ça que j'utilise pas ce terme d'ailleurs, hein, mais ce serait nos parts divines, on pourrait dire. En tout cas, dans la vie quotidienne, en général, on a juste l'impression d'être une personne et rien de plus. Et que les situations qui se déroulent autour de nous, eh ben, elles sont justement autour de nous et elles nous résistent. La vie arrive à nous, à notre personnage. On dit: «Il m'arrive ça». On dit pas: «J'ai créé cette situation». Donc ça, c'est le point de vue du personnage. Le but de ce point de vue-là, donc, c'est d'offrir de l'expérience au soi supérieur. Ça se fait, alors, je vous ai mis les chiffres ici qui sont un petit rappel des points de l'énéagramme ou de la roue de la création qui correspondent à ce dont on parle ici. Si vous n'avez pas connaissance de la roue de la création ou de l'énéagramme, vous pouvez laisser de côté. Les mots-clés ici, c'est relation, action et perception. Donc, pour qu'il y ait une expérience physique, il faut entrer en relation avec un contexte et avec tout ce qu'il y a dans ce contexte-là. Il n'y a pas d'expérience sans relation, interaction, notamment parce qu'il faut que je vois que ce qui est en face de moi me reflète a a un regard sur moi-même. Donc, je te vois me voir et c'est cette relation-là qui fait que je me sens consistant en tant que personnage et que du coup, je peux sentir la version de moi actuelle. L'action parce qu'on est dans un monde physique et le langage d'expression du monde physique, c'est l'action. Et c'est quoi une action? Peut-être précisons ça. Une action, c'est un mouvement dans lequel vous modifiez de la physique autour de vous, OK? Si c'est un mouvement émotionnel, un mouvement dans la pensée, c'est pas de l'action. En tout cas, c'est pas ce que j'entends ici par action. Voilà, et enfin perception, c'est-à-dire, il faut que depuis le personnage, je prenne conscience. Imaginez que l'acteur et le metteur en scène, ils sont présents depuis le personnage, ils sont comme blottis dans le fond de notre conscience, ils voient tout ce qu'on fait en tant que personnage, ils entendent tout ce qu'on entend, ils savent ce qu'on pense, parce que c'est nous, ça reste nous. Et l'idée, c'est que plus depuis le personnage, on se rend conscient, c'est pour ça qu'on parle de pleine conscience et d'être ancré dans le présent, plus du coup on a une perception consistante de ce qui se passe dans le maintenant, et plus le soi supérieur a un feedback de qualité. OK, donc il y a vraiment un rôle à jouer en tant que personnage. C'est déjà d'agir dans le monde, en relation avec les autres et de percevoir ce que ça fait que d'être là. Donc ça, vous pouvez le faire maintenant. Vous êtes en relation avec moi là et puis il y a des choses autour de vous aussi, autour de votre ordinateur ou de votre téléphone. Vous êtes en relation avec ces choses-là. L'action, elle est minime là, parce que vous êtes plutôt passif en écoute. Mais du coup, il y a la
possibilité de perception. Vous pouvez sentir ce qui se passe dans votre corps, ce qu'il y a autour de vous, et cetera. Et ça donne un feedback à votre soi supérieur qui va pouvoir du coup s'en servir pour dire: «Ah OK, c'est ça que ça fait d'être cette version-là de moi. Donc à partir de là, on va pouvoir voir vers quoi on a envie d'aller». Alors, chaque scène a été conçue pour avoir l'occasion d'expérimenter un personnage. Ça, c'est juste, une autre manière de dire ce que je dis depuis le début, c'est que le but du jeu, c'est de se recréer soi-même dans l'expérience. Donc pour ça, on génère un contexte dans lequel on va pouvoir vivre une expérience de soi-même. Mais en général, c'est pas du tout ce qu'on vit. OK? J'imagine que vous êtes d'accord avec moi. Heu, j'ai pas du tout l'impression que les scènes ont été conçues puisque pour l'instant dans l'humanité, en tout cas dans son état de conscience actuel, on vit les choses de sorte que, on a l'impression que c'est du hasard simplement. On dit parfois: «Il y a pas de hasard», mais à quel point on le vit au quotidien? Il y a pas de hasard. Il y a pas de hasard, ça veut dire tout va bien. Soit tout va bien, soit c'est quelque chose de malveillant qui a conçu, les situations. Donc je crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de malveillant qui puisse concevoir des situations. Même si on traverse des situations qui sont, à première vue, vraiment difficiles, il y a on les humains traversent vraiment des choses, qui sont coriaces, on pourrait dire. Pour autant, et vous êtes pas obligés de me croire, mais je vous invite à me croire parce que ça change tout. Pour autant, il y a toujours un but supérieur. Il y a toujours un but supérieur et tant qu'on reste dans cette conscience-là, on s'ouvre à entendre quel est ce but et du coup à jouer le rôle qu'on s'invite nous-mêmes à jouer dans cette situation. Donc l'idée c'est de se souvenir de ça, chaque scène a été conçue, donc relax, tout va bien et plus je fais confiance que la scène, elle est sous contrôle, plus je m'ouvre à la guidance de mon soi supérieur à l'intérieur de la scène. Et ici, l'idée dans cette phase-là, c'est de vivre pleinement mon personnage actuel dans cette situation. Parce que le but, c'est de fournir une expérience de qualité au soi supérieur. Alors, dans chacune des phases, on va regarder les pièges. Parce que pour l'instant, on vit plus les pièges, on vit plus les comment on tombe dans cette scène-là, comment on trébuche plutôt que comment on marche debout. Donc, quel est le piège de l'expérience, de la phase expérience? Alors, dans le fond, il y a un piège, mais on peut le dire de plusieurs manières différentes. Donc là, je vous ai mis 3 points. Le grand piège ici, c'est de se perdre dans le point de vue du personnage et dans son expérience. Si vous oubliez, quand vous êtes dans une situation, si vous oubliez complètement votre soi supérieur et que du coup, vous croyez que la vie est juste hasardeuse, malchanceuse ou quoi que ce soit d'autre, vous allez du coup naturellement vous sentir perdu, confus et surtout vous allez vous dire: «C'est à moi de contrôler les choses, c'est à moi de faire en sorte que ça se passe bien, puisque mon environnement, il est, comment dire? Il est hasardeux et donc c'est à moi de saisir les rênes pour faire en sorte que ça se déroule comme j'ai envie». Alors qu'en fait, ça se déroule déjà exactement comme j'ai envie, pour me donner l'occasion de vivre et d'exprimer le choix d'un personnage, de vivre une expérience. Donc se perdre dans l'expérience du personnage, oublier le soi supérieur. Ça, si vous retenez que ça ce soir, c'est génial. Essayons de ne plus oublier le soi supérieur, parce que sinon, on est comme dans un escape game sans aucun indice et sans guidance. Et là, c'est vraiment chaud de se diriger. Donc on aura l'impression que la vie nous ballotte d'une chance à une malchance, quoi. Et du coup, on réagit négativement aux imprévus. C'est-à-dire, on se dit, heu: «Pour que je puisse me rendre à tel événement, où j'ai très envie d'aller, il faut que je prenne ma voiture pour choper un train
Voilà. Or, j'arrive dans ma voiture, je vois que j'ai un pneu à plat, par exemple, et là, je râle, je m'offusque, parce que je me dis: «Cette situation me résiste». Ça n'est pas possible. Si on peut s'en souvenir, ça change vraiment tout. Si jamais je vis l'expérience d'un imprévu, c'est parce que le metteur en scène m'invite à cet endroit-là à faire un choix en tant que personnage, le choix d'entrer en meilleur partenariat avec lui, où du coup il va m'inviter à une certaine action, à passer par un certain chemin. Et du coup, peut-être que je vais aller sonner chez la voisine pour lui demander de me déposer et que dans la voiture, elle va m'annoncer un truc qui va beaucoup me servir pour ma journée. Et en fait, vous avez peut-être pu vous rendre compte que quand on accepte de prendre des détours parce qu'on a des imprévus, en général, on gagne quelque chose d'assez particulier et de réjouissant. Donc focalisons-nous là-dessus. Se croire en manque, c'est un peu encore la même idée. Je suis impuissant, je suis en manque de quelque chose, j'aimerais bien que ce soit comme ça, d'avoir plus de ça et en fait, j'en ai pas assez. Et du coup, on rentre dans des addictions depuis le personnage où, pour soulager un peu cette pression d'être seul face à un monde brutal et hasardeux, et bah, je mange du sucre ou d'autres choses. Donc c'est vraiment puissant, hein, se rappeler le soi supérieur à cet endroit-là. Et donc le focus, je me souviens que tout est sous contrôle. J'accueille la situation comme une occasion. Rappelez-vous, mon metteur en scène, c'est mon metteur en scène qui a créé cette situation, donc c'est moi, hein, mon metteur en scène. Je peux lui faire confiance et si je l'écoute, il va m'amener à répondre à la situation d'une manière intelligente. Il fera en sorte qu'à la fin, je serai content que ça se soit passé comme ça. Ça nous arrive souvent aussi de nous dire, j'ai été viré de ma boîte il y a 10 ans et sur le moment, ça a été terrible, mais finalement, avec le recul, je me dis que c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver à ce moment-là. Voilà, donc n'attendons pas 10 ans avant de nous dire ça, on peut se dire ça sur l'instant et faire confiance. Phase suivante. La phase suivante, c'est le discernement. Alors ici, on va relever les contradictions du personnage actuel. Vous vous souvenez, hein, donc on descend et on va du monde extérieur, de l'expérience du personnage, on va prendre du recul. C'est les 3 mots-clés ici: recul, interrogation et ouverture. Donc je prends du recul sur ma manière de vivre ma vie, sur mon expérience de vie actuelle, pour m'interroger sur mon personnage actuel. Et je vous rappelle que chaque instant, vous avez une version différente de votre personnage. Il est recréé à chaque instant. Simplement, on le recrée de manière tellement similaire à l'instant d'avant qu'on n'a pas l'impression de changer très vite. C'est comme ça qu'on peut contrôler le temps, c'est à quelle vitesse on change les versions du personnage. Si on les change vite, on a l'impression que la transformation est plus rapide. Donc l'idée ici, c'est de prendre du recul sur notre version actuelle, telle qu'elle se recrée actuellement. Quels sont les conditionnements? Quelle est la définition de mon personnage actuel? Et en particulier ici, qu'est-ce qui ne sert pas mon but supérieur? Qui est inscrit au fond de mon cœur. Si d'ailleurs, si je questionne mon cœur, il va me le dire. Qu'est-ce que je cherche le plus dans la vie? Qu'est-ce qui me fait le plus plaisir? Qu'est-ce qui me crée le plus de passion, d'enthousiasme? Et est-ce que c'est ça que je vis actuellement au quotidien? En général, non. Mais on a, comment dire? C'est pas à chaque instant que c'est propice de se poser cette question-là. Il y a des instants qui sont faits pour agir tel qu'on est actuellement et d'autres qui sont faits pour s'arrêter et se demander: «Comment je pourrais transformer les choses? Qu'est-ce qui est périmé dans mon personnage actuel?» L'idée qui est derrière ici, c'est que chaque énigme ou tension et c'est on la vit en général d'abord dans une situation interactive, donc je vis certains conflits ou certaines situations qui sont pénibles dans l'expérience, dans le monde, mais ça, en fait, c'est un reflet d'une tension qui a lieu en moi. Vous pouvez vous référer à la roue de la souffrance pour ça, il y a un webinaire sur la roue de la souffrance, sur ce jeu entre la tension en moi et la tension
en relation avec les autres. Donc le but là, c'est souvenons-nous aussi qu'on ne change pas les circonstances, on change le personnage de sorte que les circonstances changent pour refléter le nouveau personnage. Alors comme je vous l'ai dit ce soir, ça fait partie des idées qui sont vraiment cruciales et je passe rapidement, c'est une vue d'ensemble ce soir et on y reviendra peut-être, par la dans les prochains temps qui viennent. Mais ça, c'est important. Le discernement, il est d'abord à l'intérieur du personnage. Qu'est-ce qui, dans mon personnage, est contradictoire, non cohérent? Et si vous vous changez vous-même et que vous agissez différemment dans votre contexte, vous verrez que votre contexte va changer. On ne change pas le contexte directement. Donc, chaque tension est l'occasion de se recréer d'une manière plus grande, plus joyeuse et plus authentique. Donc, ne réagissons pas négativement quand on découvre qu'on porte une tension dans notre personnage. Réjouissons-nous, c'est l'occasion de poser une pierre, de sentir ce soulagement et de s'expandre, en fait. Au moment où on défait une tension, on fait un pas de plus dans notre chemin de recréation de notre identité véritable. Donc c'est un moment d'accomplissement. On s'appuie sur nos erreurs pour s'accomplir. Donc réjouissons-nous des erreurs, réjouissons-nous de trouver en nous-mêmes ce qui ne va pas, sachant que ça fait partie d'un jeu où c'est prévu que ce soit comme ça, tout va bien en fait. Donc qu'est-ce qui, dans mon personnage actuel, ne reflète pas ma préférence? Ça, c'est la question qu'on se pose avec recul, interrogation et ouverture. Quel est le piège ici? Le piège ici, c'est les pièges qui sont liés au deuil, notamment parce que on a tendance à s'identifier très fort et donc à s'accrocher à notre personnage actuel parce qu'on a l'impression que c'est nous et qu'on n'est que ça. Donc changer le personnage, c'est se changer soi-même et donc c'est mourir dans notre forme actuelle et ça, c'est difficile. Dès lors que vous vous souvenez que votre personne actuelle, c'est juste un personnage et que vous pouvez la changer, vous allez continuer d'exister, mais simplement sous une forme légèrement différente, et bien vous allez accepter de voir les tensions facilement. Mais en attendant, le piège, c'est de refuser le constat, dire: «Ben non, moi je» c'est-à-dire, il y a un fond de culpabilité et dire, «J'ai surtout pas envie de me voir moi-même comme ayant des défauts et donc je refuse le constat que je suis en train de faire et donc je me justifie. Bah oui, mais c'est pas de ma faute parce que ceci, parce que cela» et je suis du coup pas là pour culpabiliser les personnes qui font ça et je crois qu'on fait tous ça un minimum. Le but, c'est justement de ne pas rentrer dans la culpabilité, si on y arrive, parce que c'est elle qui nous cloue dans notre version actuelle du personnage. C'est comme si vous jouez de la guitare et que vous entendez qu'il y a une corde qui sonne faux, elle est mal accordée et que là, vous désespérez et vous vous mettez en colère et vous dites: «C'est pas de ma faute, cette guitare-là, bah, voilà», et puis vous en faites un drame. Pourquoi vous faites un drame? Parce que soit vous avez pas conscience qu'il suffit de tourner une petite, vis pour réaccorder la guitare, soit vous avez pas envie de le faire parce que vous croyez que si vous le faites, vous allez mourir. Donc je suis là pour, démystifier, dédramatiser tout ça et encore une fois, ça peut prendre du temps. Laissons-nous du donnons-nous de la patience pour ça. Mais l'idée, c'est que changer une version de soi, c'est dans le fond, c'est aussi simple que de réaccorder une guitare, mais on a tendance à compliquer les choses parce qu'on a peur. Désespérer qu'un changement soit possible, ça fait partie de ce dont je viens de parler. Donc le focus ici, je me réjouis de toute négativité qui se révèle parce que c'est l'occasion d'un soulagement et d'une expansion. Je vais pouvoir me recréer plus grand, plus beau, plus moi-même, plus tout ce que j'aime. Voilà pour le discernement. Cette phase-là, c'est la phase où on façonne une question.
On dit, donc je vois quelque chose en moi qui sonne faux et maintenant il s'agit de réaccorder la guitare et ça, c'est la phase suivante, que j'ai appelée inspiration. On pourrait l'appeler transcendance, transformation, transmutation, on entend ces mots-là parfois et du coup, il y a une flèche vers le haut, donc non seulement parce que la roue, elle est dans ce sens-là, mais aussi parce que du coup, c'est une élévation. Là où dans l'expérience, c'est une flèche vers le bas parce qu'il s'agit de s'ancrer dans une expérience. Alors, toute l'idée ici, c'est arriver à lâcher prise du personnage sans le rejeter, sans le condamner. Parce que ça, c'est une loi générale, ce qu'on rejette, ce qu'on condamne, et ben, on accroche notre esprit à cette chose-là, puisqu'on dit: Ça devrait pas exister» et du coup, on le fait exister dans notre esprit et ça continue d'être là. Alors que si je dis: «Ce personnage-là, c'est une version de moi qui est valide, valable parmi l'ensemble de l'infini des potentialités», je me laisse la liberté d'en choisir une autre, du coup. Vous voyez? C'est comme si vous rentrez dans une pâtisserie et que je crois que j'avais déjà pris cet exemple, vous regardez, les lunettes à la framboise, petite pâtisserie là, et que vous vous focalisez dessus en disant: «C'est dégueulasse cette pâtisserie-là, elle est vraiment pas bonne et machin», bah, vous allez pas avoir l'occasion de choisir le cookie qui est à côté, en fait. Donc acceptez que la lunette à la framboise, elle existe, c'est pas votre préférence, vous avez pas besoin de la manger, en fait. Vous l'avez peut-être mangée jusqu'ici parce que vous avez cru que c'était ce qu'il y avait de mieux. Il y a plus besoin maintenant, réjouissez-vous, laissez aller la version actuelle de vous-même et c'est plus simple qu'il n'y paraît. Hem Et c'est là que le soi supérieur a vraiment beaucoup d'importance. C'est vraiment la phase dans laquelle on se confie soi-même en tant que personnage. On se confie soi-même au soi supérieur en toute confiance. Et pour moi, la progression sur le chemin spirituel, c'est une progression dans la confiance. C'est le degré de confiance qui progresse. Et c'est pour ça que je fais cette présentation aussi, c'est que vous ayez une vision de votre soi supérieur qui soit tellement belle, réjouissante, hem, forte, que vous puissiez vous abandonner à elle en toute confiance. Voilà, on va voir juste après les pièges ici, mais donc dans mon silence intérieur parce que tant que vous n'éteignez pas le mental, vous êtes dans le personnage actuel. Donc si vous voulez que votre personnage change, il faut décrocher le mental habituel. C'est pour ça que je parle d'état modifié de conscience. La méditation va être utile ici et d'autres techniques possibles, je vais en dire un petit mot. Dans ce silence intérieur se trouve la source de toutes les ressources. Parce que dans ce silence, je peux rencontrer mon âme, l'acteur derrière le personnage, qui contient tous les personnages potentiels. Donc c'est la source de toutes les ressources. C'est-à-dire je contiens en moi-même des personnages qui sont très puissants, très grands, très grandioses. Je contiens ces énergies-là en moi. Et je peux m'inspirer, je peux appeler à moi, à mon expérience actuelle, je peux appeler leurs énergies. Donc dans ce silence se trouvent toutes les ressources, prêtes à réaliser l'ajustement que je cherche. Puisqu'ici, c'est une phase d'ajustement intérieur, une phase de transformation. Alors, la question que j'ai posée ici, ça parle surtout du point 7 et du point 4, et je parlerai, donc le 1 doit être présent aussi, mais j'en parlerai un peu mieux juste après. Si vous voulez décrocher du conditionnement habituel, vous pouvez vous demander vers quoi pointe ma pensée la plus élevée. Ça, c'est ce que j'appelle l'imagination. L'imagination, c'est pas un truc de gosse. Alors c'est un truc de gosse, mais pas que. C'est pas un truc de bisounours, je sais pas quoi. L'imagination, c'est un des outils les plus puissants à notre disposition
pour créer la vie qu'on a envie de créer. Je crois pouvoir dire qu'on n'a pas idée ici de l'importance de l'imagination. Je vous glisse juste ça pour vous donner envie d'aller explorer ce truc-là et dites-vous que c'est en fait, dites-vous ça, si vous le voulez, hein, de mon point de vue, c'est ça ma conviction, donc je vous la partage. L'imagination, c'est une ligne directe vers votre metteur en scène. Si vous voulez l'appeler pour dire, «Je suis censé faire quoi maintenant?» ça, c'est allumer l'imagination avec joie et permission. Si vous pouvez aussi imaginer des cauchemars, mais l'idée, c'est d'allumer l'imagination. Puisque l'imagination permet tout ce que vous voulez, bah, imaginez des choses qui vous plaisent. Quand vous imaginez ce qui vous plaît le plus, les images qui vous viennent, elles vous viennent du metteur en scène. Donc de la partie de vous qui est connectée à votre désir véritable d'acteur, OK? Et qui sait quels sont les meilleurs chemins à prendre pour aller là où vous voulez vraiment aller. Donc ma pensée la plus élevée, c'est ça. Mon sentiment le plus magnifique, c'est ce que j'ai appelé la joie ici, mais nos mots sont trop petits et il y a différentes profondeurs de joie, on va dire. Je parle parfois d'enthousiasme, les personnes qui me suivent, peut-être donc je raccroche joie, enthousiasme, là j'entends la même chose. Ah, en tout cas, c'est quelque chose de profond. C'est un truc, pour ceux qui travaillent, en tout cas avec moi en coaching et ceux qui travaillent même avec d'autres, c'est quand vous touchez un moment où vous vous dites: «Oh!» donc on touche une inspiration, une ouverture, une nouvelle idée, une proposition et que ça fait: «Ah oui!» ça me fait un soulagement, ça me dit un grand oui, quoi. Donc ça, c'est un sentiment magnifique. Il y a pas besoin de se dire: «Ah mais peut-être qu'il y a encore plus magnifique que ça». Si déjà ça vous fait un grand oui à l'intérieur, c'est ça votre message de maintenant. Et ça, c'est la connexion à votre acteur. OK? Donc ici, on se connecte au metteur en scène et à droite à l'acteur. Puisque votre joie la plus profonde, c'est ce que vous êtes en tant qu'acteur. C'est juste la pure joie d'exister en tant que ce qu'on est vraiment. Donc quand vous vous connectez à ça, vous vous connectez à l'acteur et donc au metteur en scène parce qu'ils sont ensemble. Bien sûr, ça demande permission parce que si vous ne permettez pas à ces messages supérieurs de vous venir, notamment parce que vous vous dites: «Je ne le mérite pas» ou bien parce que vous vous dites: «C'est juste des pensées sans suite et ça n'a pas de consistance ni de valeur» ou bien pour toute autre, à cause de toute autre croyance négative qui vous empêcherait d'accepter ce qui vous vient et bah, ça va pas pouvoir vous venir. Parce qu'encore une fois, le soi supérieur n'impose rien au personnage. Donc ouvrons, invitons et ici, donc on parle d'état modifié de conscience et c'est là que, la méditation est utile. Il y a des techniques aussi de respiration qui permettent de décaler la conscience et de l'emmener dans un autre espace où ces choses-là vont être beaucoup plus faciles. En fait, il s'agit de décrocher l'ego, le personnage actuel, pour permettre quelque chose de plus grand, pour permettre que quelque chose de plus grand puisse faire un ajustement dans l'ego. Donc notamment une guérison. Si ce que vous trouvez en vous, parce qu'en principe, il y a des tensions en vous, donc il y a des émotions négatives. L'idée, c'est de confier tout ça au soi supérieur. Les plantes psychotropes, j'ose en parler parce qu'en général, c'est interdit, mais on va dire, je ne pousse pas à la consommation, mais j'informe tout de même qu'il existe des plantes qui jouent ce rôle-là. Donc apprends à faire, mais comme les techniques de souffle aussi, hein, c'est avec précaution, dans une intention qui est belle, dans un cadre qui est propice. C'est une pratique qui facilite cette phase-là. Encore une fois, il y a pas besoin de tout ça, hein. Il y a juste besoin de notre conscience toute nue pour le faire. Mais pour l'instant, on ne se permet pas beaucoup de s'ouvrir à ce qui nous dépasse et du coup, bah, il existe des outils qui facilitent ça et donc, bah,
enfin, laissez-vous guider par votre metteur en scène vers les outils qui sont les plus adaptés à vous. Parfois, c'est juste de mettre une musique, qui vous met dans un certain état et ça suffit, quoi, et vous pouvez peut-être, aller danser ou en tout cas, il faut arrêter de faire ce qu'on fait, tout le temps, habituellement. Le piège, parce qu'ici aussi il y a un piège. Le piège de cette phase, bah, c'est le contraire de l'imagination, la permission et la joie. Donc ici, bah, le refus, donc c'est pas la permission. Notamment refuser l'existence du personnage actuel. J'en ai parlé un petit peu au début, donc je vais pas plus approfondir. Si j'ai tellement souffert d'avoir été une certaine version de moi, que je refuse son existence, bah, ça revient à cet exemple de la pâtisserie où je dis: le croissant à la framboise, ça devrait pas exister et c'est scandaleux». Voilà, si je fais ça, je suis bloqué. Si j'entends des messages du soi supérieur, mais que je ne lui fais pas confiance, parce que ça m'invite à quelque chose et je me dis: «Il s» et si vous regardez bien, vous allez sentir cette pensée qui vous dit: «Ah non, j'ai pas envie de faire ça, c'est pas dans mon intérêt». Je sens que j'ai cette intuition qui est très claire, mais j'ai pas envie d'y aller parce que je crois que c'est pas dans mon intérêt d'y aller. Ça va me faire mal. Ça, c'est quand on fait pas confiance au soi supérieur et au début, quand on commence à découvrir qu'il existe et à l'apprivoiser, ben, il y a un temps de on fait pas confiance tout de suite en général. D'où l'idée de le rencontrer plus et plus et plus encore jusqu'à ce que la confiance soit évidente. Et c'est mon cas aujourd'hui d'ailleurs, j'ai vraiment une confiance aveugle dans mon metteur en scène, je crois pouvoir dire ça, acteur metteur en scène. Et du coup, quand je suis dans cette phase-là, ça va vraiment plus vite qu'avant, quoi. Et du coup, le changement n'est pas craint. Parce que je sais que le changement qui est amené par le soi supérieur, c'est exactement celui dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de dire: «Alors ça oui, mais pas autant que ça et pas trop» et j'ai pas voilà. Tout contrôle que je puisse amener depuis le personnage va limiter l'évolution que je cherche le plus. Donc je laisse faire ici. Ensuite, il y a une autre version de ce piège qui vient du fait de ne pas faire confiance, qui vient du fait de refuser l'existence, ça se tient ensemble. C'est d'entendre d'autres voix en soi et il y a des personnes pour qui cette expérience-là, elle est très consistante. On peut entendre des voix qui sont du sabotage, un truc qui dit: «Mais regarde-toi, tu es vraiment nul», des choses comme ça, ou bien des pensées de haine, de destruction, de vengeance. Ça peut aller du coup jusqu'à des formes de psychose et donc il y a des gens à qui ça arrive et c'est pour ça que j'ai mis une image, alors elle est j'essaie de pas mettre un truc trop trash, mais parfois c'est trash quand même et ça vaut le coup quand même de le dire. Mais n'ayez pas peur d'entrer en vous-même et de questionner le soi supérieur, hein, même s'il y a des trucs trash en vous, de toute façon, il faut que ce soit rencontré et plus vous allez le rencontrer avec la confiance que votre soi supérieur, il a tout le pouvoir de le transformer comme il faut, plus ça se fera et ça se fera vite. Voilà, mais dans la version plus soft que la plupart d'entre nous vivent, la voix du personnage, c'est une voix d'anxiété qui dit: «Mmh», voilà. Alors que la voix du soi supérieur, c'est une intuition, c'est dans le fond, c'est quelque chose de simple, clair et qui n'attaque rien, qui ne résiste pas et qui n'attaque pas. Elle dit juste «oui» à quelque chose et si nous, on dit «non» derrière, hop, elle se tait et elle attend. Parce que c'est pas une voix qui débat avec vous. Le soi supérieur, il débat pas avec vous. Il vous souffle la meilleure guidance qui soit et il vous la ressouffle jusqu'à ce que vous soyez prêt à lui dire «oui» sans négocier. Heu, Tout simplement. Donc si vous entendez une voix qui juge quelque chose pour dire: «Ouais, mais tu as bien droit à ça parce que regarde lui, il a fait ça, est-ce qu'il a» ça c'est de l'ego. S'il y a une voix qui dit juste: «Voilà, c'est simple, fais ça, sois cette personne-là», ça c'est l'intuition.
Ça aussi, c'est un gros sujet, je vous ai dit, on brosse un peu large. 21:15. Le focus ici, j'accueille pleinement ce qui émerge en moi. Donc même si c'est une tête de mort avec des trucs du cauchemar, parce qu'on porte tous en nous des zones de cauchemar et certains sont plus en contact avec elles que d'autres. Ça peut valoir le coup d'être accompagné d'ailleurs, hein, dans ces phases-là. N'hésitez pas à vous faire accompagner si vous ne sentez pas de le faire seul, hein, aussi, c'est tout à fait possible, comme les phases d'avant. Du coup, je fais un petit retour là. Si vous voulez discerner vos contradictions, c'est typiquement ce qu'on fait en psychothérapie, en coaching thérapeutique. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous avez du mal à vous dépêtrer de ce que vous trouvez. Et ici, c'est pareil, ça peut être encadré, dans des techniques d'hypnose ou de ce genre, quoi. Donc pour vous permettre d'accueillir pleinement avec confiance, donc ce qui émerge et de confier cette transformation au soi supérieur. Et ça peut être plus facile s'il y a un professionnel en face de vous, qui ne fera en fait que vous aider à faire confiance à votre soi supérieur. Comme si vous projetiez votre soi supérieur sur la personne en face de vous, pour faciliter le travail. Mais c'est toujours entre vous et vous-même, quoi qu'il arrive. S'il y a une chose à retenir d'ici, je reste un peu plus longtemps sur cette partie parce qu'elle est vraiment importante. Hem, Elle est importante parce on vit pas beaucoup de temps dans le monde intérieur en général. Voilà. L'idée là, c'est juste de confier quand vous avez un problème, quand vous trouvez un truc en vous qui est tendu ou quoi, confiez-le au metteur en scène. Mais c'est vrai tout le temps même. Confiez-vous au metteur en scène. Demandez guidance, demandez guidance, demandez transformation. C'est toujours entendu. Le metteur en scène et l'acteur, le soi supérieur, il est avec vous dans votre conscience, donc il vit tout ce que vous vivez, simplement il attend une invitation pour intervenir. Donc invitez-le. Et enfin la dernière phase, c'est une fois qu'on a vécu une guérison, une transformation, naturellement, on va retourner dans le monde en tant que quelqu'un qui est nouveau. Mais il y a une phase ici qui est importante parce que on observe aussi des fois où il y a une transformation qui a eu lieu et puis quand on revient dans l'expérience et ben c'est pas la nouvelle identité qu'on manifeste. C'est comme si on revenait dans un ancien conditionnement et c'est ce qui fait qu'on a besoin de repasser par la guérison encore et encore. Donc cette phase-là, elle est très importante. C'est elle qui va sceller le changement. Enfin, c'est l'action, c'est la phase de droite qui va vraiment le sceller, mais ce qui va faire qu'on va retourner dans le monde extérieur en tant que la nouvelle personne, c'est cette phase-là. Et en gros, ce qu'il s'agit de faire ici, c'est de s'installer dans la nouvelle identité, le nouveau personnage, la nouvelle version de soi, de rouvrir les yeux sur le monde, d'observer ce qui est là et de se demander: «Qu'est-ce qui, dans mon contexte actuel, me donne le plus envie d'aller faire quelque chose?» Quand vous ressentez de l'enthousiasme pour quelque chose, c'est que depuis le point de vue de votre personnage actuel, cette chose-là est bonne pour vous. Elle vous indique ce que vous êtes. C'est un appel à vous-même. Donc l'idée, c'est une fois qu'on s'est transformé, on va être attiré par certaines choses, probablement qui seront différentes des choses qui nous attiraient avant, puisqu'on a changé, qu'on n'est pas attiré par les mêmes choses. Ce sera au moins un peu différent. Et l'idée, c'est de s'engager dans ce sens-là, de dire oui, j'y vais. Donc ici, les mots-clés, authenticité, parce que je suis le moi que j'ai le plus envie d'être maintenant. Il vient de m'être inspiré ce moi-là, cette version de moi. Donc c'est lui que j'incarne. Projet, j'aurais pu mettre initiative, c'est l'idée de dire j'ai envie d'aller faire ça. C'est pas forcément un grand projet professionnel, etc. Ça peut l'être aussi, hein, mais ça peut juste être là, j'ai envie d'appeler une amie, j'ai envie d'aller marcher, j'ai envie d'aller au cinéma,
j'ai envie d'aller aux Seychelles, que sais-je. C'est une initiative et le partage parce que, dans ce mouvement-là d'expansion, il y a le mouvement d'aller rencontrer un certain contexte et ça va nous faire entrer en partage. Comme si ce nouveau personnage qu'on a envie de vivre en expérience, on va le vivre parce qu'on va le partager avec les autres. J'ai envie de me partager tel que je suis maintenant. Je me sens nouveau, je me sens tout neuf, je veux me partager. Il nous appartient d'engager notre nouvelle identité dans des initiatives pour la rendre manifeste. Ou bien de ne pas le faire du coup. Il nous appartient aussi de dire: «Bah non, je vais continuer de vivre ma vie selon le moi d'avant» et du coup, bah, la transformation, je l'aurais vécue intérieurement, mais elle ne sera pas active parce que finalement, c'est pas celle-là que j'ai envie de manifester. Donc depuis mon nouveau point de vue, quelle est l'initiative qui me donne le plus envie? C'est ce dont je viens de parler. Le piège ici, c'est le piège, de courir après quelque chose, hein, ça va avec l'idée de projet. C'est l'idée que, au lieu de se dire: «Je suis joyeux d'être ce nouveau moi et de me lancer dans cette initiative», je suis déjà joyeux maintenant de ça. C'est de dire: «Je serai joyeux quand ou si j'obtiens un certain résultat dans le futur». Je mets ma joie sous condition d'un résultat futur attendu. Je serai joyeux plus tard si ça réussit. Ça, c'est le piège. On est joyeux maintenant puisque on est, qui on a le plus envie d'être maintenant. C'est ça la joie. La joie, c'est la joie d'être qui on est et pour étendre cette joie, on va la manifester dans une initiative. Mais elle est déjà là, en fait. On va juste la faire grandir. Donc si on met sa joie sous condition d'un résultat futur, du coup, on s'en remet au monde extérieur et donc il y a un autre aspect qui va avec, c'est qu'on s'engage non pas pour vivre notre joie encore plus grand dans l'expérience, mais pour satisfaire les attentes des autres. Et on dit: «Si je fais ça et que ça satisfait les gens autour de moi, alors en retour, j'espère qu'ils vont me donner ce que j'attends d'eux». Donc ça, c'est un piège de cette phase-là et un autre une autre manifestation de la même chose, c'est qu'on s'éparpille dans des projets d'importance secondaire. C'est-à-dire qu'on va pas vers ce qui nous fait le plus envie, nous, maintenant, en tant que ce nouveau personnage. En général parce que ça nous fait peur de s'engager là-dedans. Heu et du coup, on va faire des choses qui nous plaisent éventuellement, mais qui sont secondaires. Alors pour prendre mon exemple ici, avant de faire ce genre de webinaire-là, j'ai passé des années à avoir l'inspiration intérieure de dire: «Voilà qui j'ai envie d'être» et je le voyais, j'avais l'inspiration, j'avais un énorme oui à l'intérieur, mais je suis resté sur des choses secondaires. Je faisais des stages énéagramme et c'est très bien, c'est juste que c'est pas ma première passion. Ma première passion, c'est ce que je suis en train de faire là et puis d'autres choses qui vont avec. Et pourquoi ça? Parce que j'avais peur de m'engager là-dedans, donc c'est une autre manière de dire je faisais pas confiance à ce moment-là à mon soi supérieur. Je me disais: «Si je veux vraiment incarner cette identité-là, les gens vont me rejeter et je vais souffrir». Mauvais calcul. Mais c'est une fois qu'on a relâché la peur que ça devient évident. Mais j'ai quand même traversé ce moment où j'ai fait cet acte de foi de me dire: «Allez, je m'y jette». Donc focus, je me concentre sur la joie d'être moi maintenant et d'avancer dans la direction que je préfère. Et ça peut sonner égoïste, mais c'est en fait le meilleur moyen de servir le monde entier. Parce que ma joie, elle est en cohérence avec la joie profonde de tout le monde, puisque tous les metteurs en scène sont connectés. Donc si je suis inspiré de faire quelque chose, c'est forcément quelque chose qui va servir dans le monde. Je peux pas être inspiré, je peux pas avoir l'élan d'offrir quelque chose, sans qu'il y ait en même temps chez d'autres personnes l'élan de le recevoir. Sinon ce serait un bug dans la mise en scène. Ça n'existe pas. Voilà et simplement
on reboucle ensuite sur l'expérience. Après, il s'agit de vivre l'expérience. Cette initiative qu'on a lancée, on la vit dans l'action et dans la perception. Phase importante, autant que les autres, mais je voulais finir là-dessus pour boucler la boucle. Alors, 21h27, il reste deux trois petits trucs à voir, c'est notamment les transitions. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une phase à une autre? Je vous ai dit que toutes les phases avaient lieu quelque part dans notre conscience, tout a lieu en même temps, mais c'est comme si dans notre expérience, on les vit plutôt les unes après les autres et parfois dans une minute, hop, on passe les 4 phases et parfois dans une journée, il y a un cycle de enfin, voilà, il y a différentes temporalités dans laquelle on vit ce cycle. L'idée pour moi ici, c'est juste de mettre le focus sur qu'est-ce qui fait qu'on a envie de passer d'une phase à une autre et c'est ça qui fait que notre machine, elle va avancer et en même temps, i ça sert à rien d'aller trop vite. Donc à quel moment on avance? Alors, quand est-ce qu'on passe de l'expérience au discernement? Et bah, tout simplement quand l'expérience a assez duré telle qu'elle est. Donc c'est à la fois que à chaque fois, pardon, que vous regardez votre expérience et que vous vous dites: «Je peux soit je ne peux plus vivre cette expérience parce qu'il y a un événement qui fait que je suis empêché de continuer de la vivre», soit parce que j'ai plus envie de la vivre. Je pourrais faire le choix de continuer, mais depuis le personnage, mais j'ai plus envie. Donc ça veut dire que ça demande un ajustement dans le personnage. Hein, souvenons-nous que ajuster la situation, ça se fait par ajuster le personnage. C'est toujours à l'intérieur qu'on travaille. L'extérieur est une conséquence. Voilà et donc j'ai plus ou je ne peux plus vivre cette expérience, donc naturellement, je vais discerner qu'est-ce qui va pas là-dedans? Et qu'est-ce qui fait que je ressens cette tension dans cette expérience? Quelle est l'incohérence? Une fois que j'ai soulevé le questionnement ici, et ben j'ai une pensée qui dit: «Je serais très intéressé de trouver une solution à ça». Cette pensée-là, ça suppose qu'on a trouvé une question très intéressante. Tant que le discernement est pas fini, tant qu'on sent qu'on n'a pas mis le doigt sur le vrai problème. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'il faut continuer de chercher un peu et d'ailleurs ça empêche pas de demander au metteur en scène de l'aide ici, au soi supérieur. Dans toutes les phases, on peut lui demander de l'aide, hein. «Aide-moi à discerner, en fait, c'est quoi mon vrai problème ici?» J'ai fait ça hier soir, tiens. Il m'a dit: «Je sais pas pourquoi j'ai cette tension-là» et j'ai eu des réponses. Une fois qu'on a la bonne question, et ben, on se dit: «Ah, donnez-moi la réponse». Hop, on arrive dans la phase d'inspiration, où là, il y a des réponses qui viennent, il y a des transformations qui se font. Et ça se fait intérieurement et du coup, c'est comme une nouvelle idée qui est sous la forme d'une proposition. Donc, il m'appartient ensuite de m'engager. Et qu'est-ce qui fait que j'avance? C'est que j'ai reçu une inspiration qui me donne envie, tout simplement. Je sens une réjouissance. Donc c'est une nouvelle idée, une nouvelle identité, une nouvelle direction, quelque chose comme ça, qui me réjouit et qui me convainc de l'essayer. Et donc je rentre dans la phase d'engagement. Et qu'est-ce qui fait que l'engagement, donc la mise en projet de l'idée, elle est suffisamment faite? C'est que j'ai la pensée, j'ai très envie de vivre et partager cette initiative. Ça suppose que j'ai trouvé une initiative qui me donne envie d'être vécue et partagée. Et donc j'arrive dans l'expérience. Voilà et on en reste là pour l'instant. Je fais une petite pause. Alors, hop, je vous retrouve, je bois un petit peu d'eau, et je vous donne un peu la parole. Donc il est 21h31, ça va tenir avant 21h45 en principe. Donc là, on a, disons jusqu'à 10 minutes d'échange si vous voulez. Merci Catherine.
Aline, est-ce que je vois que tu as remis ton micro. Est-ce que tu veux faire une remarque ou une question? Pas particulièrement, j'ai ni remarque ni question. Par contre, tout au long de ton développé, j'ai fait plein de liens avec j'allais dire des anecdotes, mais qui n'en sont pas des histoires vécues je peux donner un exemple super, super clair. Je voulais absolument partir en Chine et j'avais tout organisé. J'étais à deux doigts d'acheter mon billet. Et j'ai vraiment entendu en moi une information qui disait, non, non, là, tu vas rester à Toulouse et tu vas rentrer dans ce centre-là. Et c'est la première fois que ce que tu appelles le moi supérieur, il était en conflit avec ce que j'avais moi envie de faire, avec ce que l'acteur ou enfin, quand le Le personnage personnage? ouais, le personnage était en contradiction. Hmm. Et comme j'ai toujours écouté cette petite voix, en fait, je savais qu'à un moment donné, j'allais suivre ce qui m'intéressait au fond un petit peu moins, mais je savais qu'à un moment donné, c'est le personnage qui allait céder, quoi. Ok. Ça m'a pris, ça m'a pris 2 semaines à céder, mais en règle Hmm. générale, on était toujours d'accord, donc il n'y avait pas besoin d'avoir ce temps d'espace. Quand il y a une Ok. idée qui vient comme ça et qui dit, tiens, on va partir à tel endroit, tiens, on va faire ci, tiens, on va faire telle Ouais. formation, tiens, on va travailler avec Étienne, tiens, on va pas. Il y a pas de. Ouais, il y a vraiment ouais, voilà, c'est ça. Et là, pour la Ok. première fois, il y a eu un conflit comme ça, mais dès le début, comme j'avais l'habitude d'écouter cette voix, dès le début, je savais que de toute Hmm. façon, c'est le metteur en scène qui allait gagner, c'est pas le mot, tu vois, mais à un moment donné, j'allais lâcher. Je le savais avant Et même oui. tu vois, j'ai pas. Et en fait, c'est ton choix, hein, d'ailleurs. C'est, c'est pas qu'il gagne parce que, encore une fois, il est jamais dans un débat, il va jamais s'imposer, mais c'est toi qui choisis de lui donner la priorité, finalement. C'est ça, c'est ça, Et, c'est ça. Parce que tout au fond, il y a vraiment un truc qui dit c'est ça, quoi. C'est ça. C'est pas ce que j'ai envie de faire, mais c'est ça. et Et ouais. c'est très, très puissant. C'est très puissant. Ah, merci pour ce témoignage parce que c'est pas toujours aussi clair pour tout le monde. Mais plus on fait confiance à cette voix, et là, tu es en train de dire que tu lui as fait confiance sur des petites choses au quotidien, et ça a permis de faire en sorte que quand là, c'était plus gros comme message, genre, annule ton voyage en Chine, euh, Mm. Non, et bah, tu non, as pu lui hors faire de confiance. question. Et ouais, 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 ouais. Il y et a eu un finalement, tu temps, l'as tu vois, écouté. qui était vachement intéressant. Il y a eu un temps où il y avait, je l'appelais mon Bouddha intérieur. Tu vois, il y avait Aline qui disait non, non, vas-y, moi, je vais m'éclater, je vais partir en Chine, tout est prêt, etc., etc. Puis il y avait le Bouddha intérieur qui disait Toulouse. Mais comme tu l'as décrit vraiment, tu vois, il n'y avait Ouais, pas de débat, il n'y avait rien, il y avait ouais, Toulouse, ouais. Toulouse. Et moi, je disais, mais non, arrête, on va partir en Chine. Et oui, et c'est là que c'est Toulouse. dur, parce qu'on Tu vois? a tellement. En fait, on se fait toute une idée de nos projets, nos trucs, et puis on dit, il n'y a pas de nuages ici, pourquoi j'irai pas en Chine et au contraire, rester à Toulouse, il se peut que ça nous apparaisse comme étant le dernier truc qu'on a envie de faire. Et Et, ouais, hyper banal, ça- tu restes en France, c'est pas intéressant, quoi. et voilà. Et finalement, c'est le meilleur chemin parce qu'il nous est soufflé. Et c'est peut-être aussi l'occasion de dire, si jamais tu étais parti quand même en Chine, ça veut pas dire catastrophe, c'est la fin de ton existence, parce que déjà, c'est pas possible. Mais ça pourrait Non. vouloir dire qu'il y a un accident et que tu vas laisser là ton personnage aussi. Mais parfois, ça peut être moins grave que ça, juste que Mm, mm, mm. il va t'arriver des choses plus difficiles à gérer, quoi. Ça va être, Ouais, il va y avoir de on la peut pas friction. prouver, on peut pas prouver qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est pas bien, parce que j'ai pas fait le deuxième. Mais par contre, il y a vraiment ce que tu décrivais quand le metteur en scène, il t'amène l'information. Il y a vraiment un truc à l'intérieur qui dit c'est non négociable. Tu peux Ah jouer ouais, à négocier pendant j'ai fait deux ouais, semaines, mais je savais au bout des 2 semaines, je savais que c'était une ouais, négociation qui servait à rien, mais que c'était ouais. un peu un jeu. Le temps de se faire à l'idée, on peut dire. Voilà, quelque chose comme ça, ouais. Le temps dont Sans on dire croit avoir non. besoin pour faire confiance. Ouais. Merci pour cette expérience. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Ou au moins juste un petit écho vas-y, Laure. Oui, moi j'aimerais bien partager un tour de magie de mon metteur en scène de cette semaine, qui était vraiment Ok. un super cadeau. Mhm. J'ai une mauvaise nouvelle
qui est venu directement activer la partie la plus souffrante de mon personnage. Donc une mini crise identitaire un peu dramatique. Et assez vite après, enfin quelques minutes après, j'ai mon acteur qui a voulu trouver où était la bonne nouvelle de cet événement négatif. Donc il y a un côté en plus de rationalisation. Et je pensais m'arrêter là, parce que souvent, dans mes expériences précédentes, ça s'arrêtait là, on va dire. Et le lendemain, j'ai eu le coup de grâce du metteur en scène qui est arrivé en me servant sur un plateau exactement toutes les réponses dont j'avais besoin par rapport à ma mini-crise identitaire de la veille. Et encore plus que ce que j'attendais, quoi. Encore plus que mes rationalisations. Et c'était Excellent. juste parfait, quoi. Excellent. Ah, merci. On peut dire que c'est le personnage qui rationalise. Je ne crois pas que l'acteur rationalise, mais c'est du coup, en tout cas, c'est l'acteur depuis le point de vue du personnage. Et ouais, c'est beau, il y a des moments comme ça où ça veut dire que tu as fait confiance quand même, tu as eu ce mouvement intérieur de te dire, je vais faire confiance que cette situation, elle est pour mon bien, elle est faite pour moi, il y a un bénéfice à en tirer. Et ça oriente ta conscience dans le sens d'un partenariat, d'une coopération avec le soi supérieur. Et du coup, tu ouvres les portes à des merveilles. Et tu en as fait l'expérience là. Oui, c'était... Je souhaite Superbe. ce genre d'expérience à tout le monde. Ah ouais. Merci Laure. Est-ce que Catherine, tu veux partager un petit écho ou... Tu n'es pas obligé non plus. Non, non, mais en tout cas, je retrouve certaines expériences aussi, à certains passages qui donnent des explications. Bon, je pense à ceux qui ont... Alors, moi, c'est action, pas action, parce qu'en fait, c'est... Je crois pas toujours que agir, est-ce qu'on... Je crois que dans un des schémas, il est mis action. Mais dans l'expérience. oui, je crois que dans certains cas, ça peut être justement s'abstenir d'agir. Et je me posais la question si c'est pas... c'est vrai qu'on est dans un monde où c'est comme ça que ça fonctionne ici, et que principalement on a une référence par rapport à l'action. Mais il y a beaucoup de choses, parce que je voyais aussi, c'est cette communication qu'on a, et l'action communique quelque chose, mais le silence communique quelque chose. Il y a tout qui fait bouger le système, en fait. Merci Alors, pour ça. Ouais. en fait, c'est jamais neutre. Quoi qu'on fasse, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors, ça ne va pas nécessairement produire l'effet qu'on avait escompté ou espéré ou dont on s'était un petit peu fait l'histoire, mais alors on peut dire objectivement tout est neutre, mais en fait, dans la vie quotidienne, etc., il n'y a rien qui est neutre. Que ce soit une action, que ce soit une non-action, que ce soit intentionnel ou non intentionnel. Il y a toujours une conséquence. Ouais. Ouais, dans ce sens-là, ouais. Ouais. Ok, oui, effectivement. Et alors, ça peut avoir le coup du coup de préciser sur la non-action. En fait, quand on dit action du coup ou non-action, ça suppose il est préférable pour moi de ne pas agir dans ce sens-là. Ça peut vouloir dire agir dans un autre sens, donc c'est quand même une action. Et parfois, ça veut juste dire que c'est pas une phase d'action ou d'expérience. C'est une des trois autres phases. Donc, dans ce que j'entends, en tout cas, c'est comme ça que je reçois ce que tu dis, et je suis d'accord avec toi. On n'est pas toujours dans une phase d'action
d'aller quelque part pour faire une action. En tout cas, pas forcément dans le sens de ce qu'on a en tête. Parfois, il vaut mieux réorienter notre action sur autre chose, ça reste une action, ou bien ne pas agir du tout, et plutôt faire de l'introspection, faire du repos, mais c'est le même genre de phase. Oui, mais il y a C'est des ça de toi? choses qui peuvent te mener à la réalisation de tes projets par le fait par la non-action. Oui, ouais, Et tout à donc, fait. voilà. Donc, alors, ici, bon, si tu commences à entrer là-dedans, ben, tu développes, tu en as pour beaucoup de choses. Enfin, il y a encore Oui, vraiment oui, moyen de développer, mais ouais. ça peut être un choix en conscience et, à mon avis, venant effectivement leur personnage supérieur, principe supérieur, quelque chose comme ça, qui et, et je vois que souvent c'est pas toujours, ça peut ne pas, voilà, ça peut ne pas être confortable, mais ça peut être quand même le chemin à suivre. Alors, J'ai l'impression qu'on est toujours plus peut-être, confortable à parler d'action. mais C'est toujours plus facile. je vois. Est-ce qu'on peut considérer que si par exemple on a un gros sujet là qui tient notre esprit vraiment, on travaille sur un gros sujet et qu'à un moment donné il y a un truc qui nous dit n'agis pas là et qui nous dit va faire un tour, va te promener. Depuis le personnage, on va interpréter ça comme n'agis pas. Mais pour moi, ça reste. Ah, il y a un chat qui me saute dessus. Ça reste une action. L'action, c'est d'aller se promener à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste que notre personnage, il a un focus qui est petit et du coup, il définit par action quelque chose de particulier. Là où, depuis le soi supérieur, l'action, ça peut être juste va manger une pomme. Mais nous, depuis le personnage, on va dire ça, c'est pas une vraie action, quoi. Alors effectivement, ça peut rejoindre. Voilà. À ce moment-là, ça veut dire voilà, mais c'est le mot action qui me. Je suis encore un C'est peu. c'est quand même le corps qui bouge, tu vois. C'est dans ce sens-là. Et encore une fois, il y a des moments, il y a des phases. L'expérience, c'est une phase où le corps bouge. Là, c'est vraiment important que le corps bouge. Les autres phases, le corps ne bouge pas. Et donc, il y a aussi des phases d'immobilisation du corps où c'est mieux comme ça, notamment si je veux changer mon état de conscience. Ça peut être intéressant d'immobiliser le corps et de couper les perceptions habituelles. Voilà. Est-ce Oui, que c'est... Ouais. Peut-être qu'on en reste là sur cette question, mais c'est un sujet intéressant. Du coup, action, non-action. Peut-être au moins voir que ce qu'on appelle action depuis le point de vue du personnage, ça peut être différent depuis le point de vue du soi supérieur. Euh, oui, ou je chercherais un mot qui pourrait englober euh, le choix qui pourrait englober à un moment donné un choix, quoi, à ce moment-là. Parce que. ok. Pour moi, Mais c'est bon, voilà, je mouvement ne l'ai pas, physique. je ne l'ai pas. Et Allez, euh, on pourra en reparler il y si tu veux. il y avait encore d'autres choses que je pouvais dire aussi. Si tu veux, on a une petite minute. Ça te va Mais, en... mais, mais, mais on aura d'autres occasions. Donc voilà, mais il y a d'autres endroits où effectivement il y a encore des choses à pouvoir ajouter. Maintenant, le truc, la dernière petite chose, c'est effectivement ce genre de circonstances. Je pensais ici à des gens dont le réveil n'a pas fonctionné le jour où il y avait des attentats et qui du Ouais, coup ont raté leur avion. Bon, ça c'est. ouais, Mais par contre, il y a un autre voilà. endroit, ton réveil ne sonne pas et tu as quand même raté un truc où il fallait y être. Donc, c'est quand même pas toujours évident à Mais discerner. non, il ne Voilà. fallait pas y Donc, être, du coup. Si tu l'as là-bas, raté, c'est que... là-bas, il ne fallait pas y être. Mais à d'autres endroits, c'est tout simplement, ben, j'ai oublié de mettre mon réveil et je regrette Oui, je me suis mais, auto-sabotée. Je me mais suis attention, auto-sabotée. Ça existe aussi. si c'est comme ça que ça s'est déroulé, c'est comme ça que ça devait se dérouler. Sinon, on est coincé, tu vois, parce que le metteur en scène, il s'appuie toujours sur ce qui s'est déroulé tel que ça s'est déroulé. OK. Donc, le passé, par définition, est parfait. C'est une idée dont j'ai pas plus parlé, mais ça fait partie du truc. Parce que OK. si vous Ben, dites que le ça, passé n'est pas parfait, vous pouvez pas agir sur le présent, du coup. Parce que le passé, il n'est pas parfait, mais il est passé, donc on peut plus rien. Donc, il vaut mieux dire,
c'était mieux comme ça, et à partir de là, la suite de mon histoire, elle est dans cette scène-là telle qu'elle est maintenant, quoi. Et ça, Ok. du coup, mon histoire passe par là, et donc elle est parfaite comme ça, quoi. Hmm. Mais l'histoire, elle a plusieurs moyens d'être parfaite, hein. Il y a plusieurs chemins possibles, donc Oui. Mais donc, c'est en fait l'acceptation radicale du passé. voilà. Et y compris de la mort aussi, hein, ça aussi, hein, c'est un sujet délicat, mais il y a des personnes, le jour du 11 septembre, qui sont mortes dans les attentats. Et ça veut dire, ça suppose de considérer aussi que c'était la meilleure chose pour l'histoire, pour l'expérience globale du soi supérieur qui, lui, ne meurt pas. Et là, je sais que ça peut choquer des gens. J'ai eu des retours parfois de gens qui sont choqués par mes messages là-dessus. Mais pour moi, si on fait un compromis là-dessus, bah, ça casse toute la construction. Et donc ça veut dire aussi accepter la mort du personnage comme étant parfois le meilleur scénario possible pour l'histoire globale, sachant que le soi supérieur continue sa route dans d'autres formes de personnages. Quoi qu'il arrive, c'est infini, ça. Mhm, 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 mhm. Ça peut aider à Même vivre si nos deuils plus effectivement facilement aussi. l'événement peut paraître injuste vu de la Voilà. part du personnage. Et c'est vu injuste parce qu'on porte certaines croyances, et si on changeait d'idée, ça cesserait d'être vu comme étant injuste. Les deuils peuvent devenir joyeux. C'est vraiment possible. Et je sais qu'il y a des gens qui sont scandalisés par cette idée, et je dis pas ça pour les faire souffrir, mais parce que c'est vraiment important de prendre ça en compte si on veut pouvoir dépasser le petit personnage, en fait, le petit point de vue du personnage. Oui, voilà. Ok, merci. Alors, euh, donc, on termine là-dessus. Juste une petite synthèse, juste pour graver ça dans nos esprits. Et je vous invite à prendre une inspiration maintenant et à vous réjouir en conscience de votre metteur en scène et de votre acteur. Depuis le personnage, réjouissez-vous de cette union qui est en train de s'étoffer et de se renforcer ce soir. Et notamment à travers cette page de synthèse qui rappelle juste les 4 focus. Je vous les lis, je vous propose même de fermer les yeux en les écoutant, si vous voulez, si ça vous fait de la joie. Dans l'expérience, je me souviens que tout est sous contrôle. J'accueille la situation comme une occasion. Je me souviens que tout est sous contrôle et j'accueille les situations comme des occasions. Dans le discernement, je me réjouis de toute négativité qui se révèle en moi. C'est l'occasion d'un soulagement et d'une expansion. Je me réjouis de toute tension et de toute peur qui se révèle en moi. C'est l'occasion d'un soulagement, d'une expansion. Dans la phase d'inspiration, j'accueille pleinement ce qui émerge en moi et je laisse mon soi supérieur s'en occuper. J'accueille pleinement ce qui émerge en moi et je le confie à mon soi supérieur, en toute confiance. Et dans la phase d'engagement, je me concentre sur la joie d'être moi maintenant et d'avancer dans la direction que je préfère. Je concentre mon attention sur la joie d'être moi au présent et d'avancer dans la direction que je préfère. Et on peut se remercier d'avoir attiré à nous ces messages-là, et on peut se remercier de les écouter et de désirer les mettre en œuvre si c'est votre désir. Parce que vraiment, de mon expérience, ça enchante la vie, ça, ça fait décoller la vie dans une joie de plus en plus grande, croissante, et une impression de magie.
et d'orchestration. Voilà. Et enfin, je vous présente très rapidement les 2 offres que j'ai donc pour les personnes qui souhaitent poursuivre, d'aller un peu plus loin. Pour l'instant, ces webinaires sont là, ils sont là gratuitement. Si vous voulez poursuivre, eh ben, c'est 2 propositions qui sont payantes. La première à gauche, c'est une communauté en ligne, donc c'est quelque chose de long cours, on va dire. L'idée, c'est de rejoindre un groupe de gens qui ont désiré faire grandir dans leur vie les choses dont on parle ce soir. Et donc, on partage des ressources, on partage des pratiques, des méditations collectives. Donc pour l'instant, c'est le début. Il y a un petit groupe de personnes, mais qui est bien présent, et il y a vraiment quelque chose de beau qui se construit. C'est 36 € par mois, et il y a un essai gratuit d'1 semaine pour essayer. Il y a des rencontres en visio régulièrement pour partager. Voilà, et c'est tout à fait dans le thème de ce qu'on a vu ce soir. Et l'autre proposition qui est plus ponctuelle, c'est un coaching personnel avec moi, qui se fait sur 3 mois en 6 séances, avec un suivi continu sur WhatsApp ou Telegram ou autre, entre les séances. Donc c'est vraiment quelque chose d'intensif où on va marcher ensemble pour passer un cap. L'idée, c'est de passer un cap dans la vie. Donc la phase, j'ai globalement dans mon expérience quelque chose qui me plaît plus et que j'ai vraiment du mal à changer. Et donc moi, je vous accompagne en marchant avec vous à travers les 3 autres phases pour discerner, trouver l'inspiration et s'engager dans une nouvelle expérience. En général, on fait plusieurs tours comme ça pour qu'une vraie transformation se fasse. C'est de mon expérience, ces coachings sont vraiment puissants, et si vous sentez un appel à quelque chose comme ça maintenant, je vous encourage à y aller. En tout cas, visitez la page du coaching sur mon site unilance.fr, et vous pouvez aussi essayer une petite visio avec moi à travers cet outil que j'ai mis en place, qui est un mini test en ligne qui vous donne un profilage de votre personnage, qui est un profilage qui utilise l'énéagramme, mais d'une manière un peu nouvelle. Il y a un concept un peu novateur là, énéagramme en 3 dimensions. Je laisse le suspense. Donc le petit test prend 10-15 minutes à répondre, et ensuite on débriefe le résultat ensemble pendant 45 minutes, et tout ça, c'est gratuit. Par contre, vous ne pouvez pas avoir le résultat du test sans faire la visio avec moi. Je n'ai pas généré de résultat automatiquement. Vous pourrez trouver tout ça sur le site web unilance.fr. Donc voilà, qui est donné à vos metteurs en scène. Si c'est le meilleur chemin pour vous, que ça passe par là maintenant, eh ben, je vous invite à le saisir et à me contacter. Voilà. Il est 55, on a duré un peu plus. Merci d'être resté jusqu'au bout. Merci pour votre participation, pour votre soutien, pour vos échos, et vos questionnements, vos réflexions. J'aime beaucoup partager là-dessus. Et puis puisque je suis en contact avec vous 3 aussi, par ailleurs. Merci pour ce que vous êtes, merci d'exister, et pour les échanges qu'on a. Ça fait vraiment plaisir, je ressens de la gratitude. Et puis au-delà, à toutes les personnes qui sont en train de regarder ce replay ou qui le regarderont un jour, merci d'être ensemble dans l'expérience humaine qui est quand même quelque chose de sacrément grandiose sous beaucoup d'aspects. Merci à vous, bonne soirée, bonne nuit, et à bientôt pour d'autres webinaires. Merci Étienne, au revoir Laure, au revoir Aline. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. Merci Étienne. Merci. Merci les amis.